Vous êtes l'auteur de 4 livres. Le dernier est sorti il y a 3 jours. Le dernier ouvrage est sorti il y a 3 jours, lundi. Après rebâtir la France, vous avez passé le pas, on peut le dire, puisque l'ouvrage qui est sorti lundi s'appelle le projet présidentiel. Alors, ce livre est véritablement un projet, mais c'est aussi un appel aux Français. Alors mon général, un appel gaullien, vous vous inscrivez dans cette lignée, est-ce que vous êtes dans cet héritage? Mesdames, Messieurs, bonsoir, vous m'entendez? Oui. Merci d'être venu. Pardon, vous rapprochez? D'accord. Merci. Voilà. Gaullien, je ne suis pas du tout ce qu'on peut appeler un gaulliste fanatique. Il y en a beaucoup aujourd'hui des gaullistes fanatiques, y compris à gauche d'ailleurs, qui ne connaissent même pas De Gaulle, ce qu'il a fait. Et quand on sait ce qu'il a fait, on n'est pas forcément fanatique de Gaulle. Ceci étant, il y a quand même aussi un autre constat, c'est qu'au XXe siècle, ça a été le seul chef d'État français. Il n'y en a pas eu d'autre. Il n'a pas fait que du bien, mais il n'y en a pas eu d'autre qui ait eu, comme lui, une vision de la France. Je prends un autre homme politique français très connu du XXe siècle, Clémenceau. Oui, il a gagné la guerre, qu'il ne voulait pas laisser faire aux militaires parce qu'il n'était pas assez bon pour ça. Mais par contre, il a loupé la paix. Complètement. C'est à lui qu'on doit la Deuxième Guerre mondiale en France. De Gaulle, c'était un grand chef d'État en France, même si, encore une fois, il n'est pas, comment dire, on ne peut pas l'encenser sur toute chose. Alors, ce qu'il y a, et c'est là que peut-être, oui, je suis gaullien, sans être forcément gaulliste, ce qui me frappe chez De Gaulle, son principal apport, c'est qu'il voyait les choses de haut et il voyait loin. De toute façon, pour voir loin, il faut se mettre haut. Voilà, c'est clair. Il ne se perdait pas dans les détails, c'est pas lui qui aurait téléphoné à Leonarda. Non, certainement pas. Il ne se perdait pas dans les détails et il ne s'occupait pas non plus de la TVA sur le yaourt à la fraise bio, c'était pas son truc. Je suis désolé. Et puis, il savait gouverner. Il savait gouverner, lui. Il s'était mis au-dessus des partis, lui. Il était au-dessus de la mêlée, c'est une de ses expressions, au-dessus de la mêlée. Et c'était un grand réaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, n'a jamais appelé l'URSS l'URSS. C'était toujours la Russie. Parce qu'il savait pertinemment que, au-delà de l'idéologie du moment, eh bien, la Russie restait dessous et qu'un jour, elle sortirait de cette gangue idéologique pour redevenir la Russie de toujours. Et il pensait la même chose de la France, d'ailleurs. On a un peu plus de mal, on prend un peu plus de temps que la Russie pour revenir à la surface, d'accord. Mais voilà, en cela, oui, je suis gaullien. Gaullien, pardonnez-moi, j'essaye de l'être. Qu'est-ce que, avec le retour de l'histoire, que pensez-vous du retour de la France à l'OTAN? Est-ce que ça a été une bonne chose? Non, c'est une faute politique lourde. Une faute politique lourde. Ce n'est pas une erreur. Faute. La différence, c'est que c'est volontaire. Pourquoi? Parce que l'OTAN, aujourd'hui, ne se justifie plus. J'ai fait partie d'un groupe d'officiers qui, dès la fin de l'URSS, en 90-12, a préconisé la dissolution, la disparition de l'OTAN, qui était une organisation défensive créée en 1949, défensive face à l'URSS. Dès lors que l'ennemi n'existait plus, cette alliance défensive ne se justifiait plus. Alors vous me direz, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de menaces. Oui, il y a plein de menaces, et ça ne sera pas fini. Ça a tout le temps été comme ça dans l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas se tromper. Hein. Il n'y a jamais eu d'âge d'or, il n'y en aura jamais. Mais l'OTAN n'est pas du tout la réponse à ces menaces. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'OTAN, les Américains qui dominent l'OTAN, bien entendu, ce sont quand même eux qui désignent le général qui commande l'OTAN. Ils constituent aussi la principale force militaire de l'OTAN. Eh bien, les Américains sont restés sur une politique étrangère. Enfin, très clairement, ils n'ont pas quitté la guerre froide. Ils sont restés 30 ans en arrière pour la politique étrangère. Ils raisonnent toujours en bloc.
Et puis surtout, ils ont une politique extrêmement égoïste, je dirais, n'hésitant pas à déclencher éventuellement des conflits pour leurs propres intérêts. Et dans le monde d'aujourd'hui, avec la mondialisation des communications, etc., avec la population gigantesque que nous connaissons, avec encore des différentiels économiques énormes, et puis avec, si vous voulez, moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a aussi la violence devient culturelle. La violence dans le monde devient culturelle. C'est particulièrement palpable dans notre société à nous, française, mais c'est vrai dans le monde. Donc, être fauteur de troubles dans ces circonstances-là, c'est mettre une allumette dans un baril de poudre. Voilà. Et aujourd'hui, la politique américaine, elle est quand même cela. Alors, le retour de la France, un exemple tout simple, l'OTAN a décidé de multiplier par 5 les crédits, ces crédits pour l'Europe de l'Est. Ah, j'étais il y a quelques jours à l'ambassade de Russie, mais ils voient rouge. Ils voient rouge, les Russes. Pour eux, c'est pas un casus belli, mais on en approche, quoi. Et à ce propos, vous écrivez « J'approuve l'intervention russe au Proche-Orient ». Vous allez là carrément à contre-courant. Oui, je vais à contre-courant, parce que au Proche-Orient, que s'est-il passé? Quand on dit au Proche-Orient, il y a aussi la Libye. Hein, la Libye. C'est l'OTAN, l'Amérique, les États-Unis, ou bien nous, sous couvert de l'OTAN, qui avons semé la pagaille. Très clairement. Hein. J'étais à l'état-major des armées quand a commencé la guerre du Golfe. Quand Saddam Hussein a envahi le Koweït. Mais nous avions la quasi-certitude, je n'ai jamais eu les preuves, qu'il était tombé dans un piège. Qu'il était tombé dans un piège. La Libye, je n'ai jamais beaucoup aimé Kadhafi, je ne l'aurais pas embrassé sur la bouche. J'ai combattu ces soldats en Afrique pendant des années, mais Kadhafi, avec le temps, parce qu'il a quand même passé beaucoup de temps à la tête de la Libye, était devenu un facteur de stabilité de l'Afrique. Un facteur de stabilité. On va le tuer. On a cassé la Libye, et puis maintenant c'est devenu un immense... c'est devenu Daesh. Voilà, ça c'est la politique occidentale depuis 20 ans. Mais c'est catastrophique. Et Didier Tauzin, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que la France, on en reparlera dans la deuxième partie dans le débat avec le public, est-ce que vous pensez que la France a les moyens de sa politique extérieure militaire? La France n'a pas les moyens aujourd'hui de sa politique extérieure, elle n'a pas les moyens de sa politique militaire, tout simplement parce que les armées ont servi de variable d'ajustement depuis 40 ans. Quand je suis entré dans l'armée en 71, je ne sais plus combien nous étions, 500, 600 000 hommes, c'était notre époque évidemment, mais maintenant, aujourd'hui, la force opérationnelle terrestre, c'est-à-dire les militaires de l'armée de terre qui sont opérationnels, prêts à partir en opération, ils entrent tous dans le Stade de France. 65 000 places, que voulez-vous? Je crois que la Suisse a presque plus d'infanterie que nous. Enfin, ça devient grotesque. On n'a plus d'armée française. Voilà. Elle a été laminée pour des raisons démagogiques. Les plus anciens se souviennent ici, bien sûr, de Lionel Jospin et de son expression « il faut tirer les dividendes de la paix ». Bon, enfin, c'est pas de la politique, ça. C'est pas de la politique. Il n'y a jamais eu de paix dans le monde. Pardon. Il n'y a jamais eu de paix dans le monde. C'est pas aujourd'hui qu'on va commencer, même si M. Jospin le décide. Donc, on n'a plus les moyens. Mais il faut vraiment refaire notre armée. C'est peut-être une question vitale. Il faut accepter maintenant de raboter sur d'autres dépenses. Les temps qui viennent vont être difficiles. Aujourd'hui, certains envisagent un conflit majeur au Proche-Orient et qui pourrait s'étendre. Bon, le pire n'est jamais certain. J'espère vraiment qu'on n'arrivera pas à cela. Mais le simple fait que ce soit possible oblige le politique à en tenir compte et à faire une armée. Parce que ce qu'on ne fait pas avant pour prévenir le danger ou bien le traiter, on le paye à prix du sang et de la liberté. En fait. Et ça, on l'a connu des dizaines de fois dans l'histoire. Est-ce que l'alternative peut être une armée européenne? On en rêve depuis des années, mais il n'y a que les Français pour en rêver, et en particulier les hommes politiques français. Oui, effectivement, si on pouvait faire une armée européenne, ça serait très bien, mais le problème, c'est que les autres Européens n'en veulent pas. Bon, et donc, s'ils n'en veulent pas, on ne peut pas les forcer. Donc, il faut que nous refassions une armée européenne, et peut-être française. Et ensuite, peut-être les Européens nous suivront-ils sous la contrainte des événements, par exemple, parce qu'avec ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient, avec les migrants, etc., vous savez, et c'est pas fini, parce que la Libye, l'Algérie, attendant que l'Algérie éclate, la mort de Boumedienne, de Bouteflika, on va voir, ça risque d'être très dur. Donc on a besoin
au moins, au minimum d'une armée française très forte, moi c'est simple. Dans ce livre, je dis qu'il faut passer de 1,5 du PIB à 3. Point. Voilà. Parce que ça fait, non seulement ça fait des emplois, c'est quand même pas mal, hein, ça fait de l'armement, de l'industrie, mais ça fait des soldats pour défendre la France. Et on en a besoin de ça. Et on a toujours besoin on a toujours une armée sur son territoire. Si c'est pas la sienne, c'est celle de l'autre. Vous ne pensez pas, en général, C'est pas de moi. Hein. vous ne pensez pas qu'il faut tordre le cou à une légende qui circule beaucoup dans le milieu politique, c'est le mythe du service national de conscription actif. Toutes les armées européennes ont abandonné ce schéma parce que ça limite l'efficacité des forces. Est-ce que vous pensez qu'on peut remettre un service militaire comme il était en temps? Alors d'abord, je voudrais contredire cette affirmation. J'ai commandé aussi des appelés, et je dois dire que, en certains cas, j'aurais bien aimé avoir des appelés en opération. L'appelé français, c'était un garçon fantastique. Fantastique, franchement. Parfois, les engagés n'étaient pas du même niveau. Bien, donc l'efficacité opérationnelle de l'appelé, elle est excellente. Alors, bien sûr, s'il ne fait qu'1 an, c'est-à-dire en fait 6 mois à peine opérationnel, il n'a pas la maturité. Hein, mais bon, c'est quand même un très bon. Je parlais en termes de budget, vous voyez. Ouais. Mais en termes de budget, c'est clair. Le budget, là, dans ce livre, je dis que moi, je souhaite le rétablissement. Non, c'est pas je souhaite. Je dis que c'est une solution. Le rétablissement du service national. Alors, on va passer à... On parlera de la politique extérieure tout à l'heure, mais on va parler maintenant, si vous voulez bien, de la politique intérieure. Je vais vous lire. Je sais que la très grande majorité de nos élus se sont engagés en politique avec la volonté de servir la France et leurs compatriotes. Mais il existe au niveau national un groupe d'élus qui instrumentalisent tout et tous à leurs seuls intérêts. Comme les privilégiés de 1789, ces quelques-uns sont organisés pour conserver le pouvoir contre vent et marée. Ils démontrent un profond mépris de nos institutions, de la souveraineté du peuple et de la démocratie, et ils nous envoient le message que notre pays est désormais gouverné par une oligarchie. C'est donc sans eux, et s'il le faut, malgré eux, que nous allons rebâtir la France. Alors quand je lis ça, je me dis, en général, d'habitude, alors c'est vrai que vous écrivez d'une manière, il n'y a pas de langue de bois, mais je me dis, un général, d'habitude, c'est quand même policé, et je me suis dit, mais serait-il un général révolutionnaire? Je ne sais pas ce que vous appelez la révolution. Je suis d'abord un citoyen, je suis aussi un officier qui a emmené des garçons au combat, qui en a ramené quelques-uns entre 4 planches, ça fait toujours mal, c'était mes petits. Hein. Et puis, je suis aussi un citoyen qui voit depuis l'âge de 20 ans, c'est-à-dire à peu près la conscience politique, son pays décliner. Moi, je dis oui, la France décline. Oui. Pour moi, ce n'est pas un doute du tout, elle décline. Il voit son pays décliner. Et donc, il va chercher les causes. Il va chercher les causes parce que le citoyen, tout citoyen, vous, madame, monsieur, tout le monde, hein, a en lui une part de la souveraineté nationale. La souveraineté nationale est en chacun d'entre nous et c'est par notre expression collective qu'elle s'exprime. Ce qui nous confère des droits, mais d'abord des devoirs. D'abord des devoirs. Alors moi, mon père, il m'a appris, tu n'as de droits que si tu remplis tes devoirs. Et ça, j'ai le chevillé ici. Donc, je considérais comme un devoir d'aller chercher les causes. Et puis j'ai constaté, je suppose que tout le monde peut faire le même constat, que l'immense majorité des élus font bien leur travail. Ils aiment leur mission, ils se donnent au service de leurs concitoyens. Et il y en a quelques-uns qui, depuis 40 ans, nous ont laissé dériver notre système politique vers quelque chose qui n'est plus de la démocratie. Il faut mettre fin aux professionnels de la politique? Je ne sais pas s'il faut mettre fin aux professionnels de la politique, parce que vous savez, vous pouvez avoir des non-professionnels qui sont des vrais salauds,
et vous avez des professionnels qui peuvent être des gens de service. Parce que c'est ça le fond. Que pensez-vous des gens qui font de la politique qui n'ont jamais travaillé? Ah, ça c'est autre chose. Ah bah oui, il y en a beaucoup. Oui, mais d'accord, mais ça, ils travaillent. Bah, ici à Nice, il y en a quelques-uns. Il y en a partout, rassurez-vous. Il y en a partout, rassurez-vous. Je ne vais pas vous donner le nom. Voilà, d'accord. Non, mais ça, effectivement, et d'ailleurs, je crois que le gouvernement aujourd'hui, à eux tous, ils ne totalisent que 3 ans en entreprise. Donc ça fait quand même beaucoup. Et je crois effectivement qu'il faut avoir pris des responsabilités. Il se trouve que j'en ai pris des responsabilités dans ma vie. Hein. Pas des responsabilités économiques, mais d'autres. Je crois qu'il faut avoir pris des responsabilités pour entrer en politique et pour savoir ce qu'est la vie du citoyen. Pour savoir que quand on cultive la terre, on est toute la journée dans la poussière, le bruit et sous la pluie. Pour savoir que si on est officier, eh bien on se fait tirer dessus et puis on amène des garçons se faire tuer, etc. Et, c'est basique, on dirait aujourd'hui. Oui, il est souhaitable que les hommes politiques aient eu une expérience professionnelle, des responsabilités. Mais l'essentiel, je crois, est encore ailleurs. Parce que vous avez des responsables qui tournent mal dans la vie. La politique, c'est quoi? C'est servir. Point. Servir la France et les Français. Servir, et non se servir. Vous connaissez la blague, le président Mobutu Seko Wazabanga, etc., qui disait la devise du Zaïre, c'est servir et non se servir. Et il disait à ses copains, moi j'ai inversé. Bon. Eh bien, c'est un peu ça, si vous voulez. Et donc vous avez des gens qui sont des professionnels, qui pourraient être des professionnels de la politique, et qui pourraient être des serviteurs de la France, vraiment des serviteurs. C'est ça l'important. La différence, c'est pas être professionnel ou ne pas être professionnel de la politique, c'est être au service ou bien se servir. C'est ça la vraie différence. Alors aujourd'hui, l'immense majorité sont au service. Il y en a quelques-uns qui pourrissent tout. Et c'est la raison pourquoi nous sommes dans cette situation. Ils ont laissé se réinstaller ce que De Gaulle, encore une fois, appelait le système des astres des partis, la 4e, la 3e République, qui en fait nous a volé la souveraineté nationale. Elle nous a volé nos souverainetés. Vous voyez, on parle de classe politique aujourd'hui. Oui. On parle aussi de caste politique. Oui. C'est un peu plus fermé une caste. Hein. Oui. Oui, vous avez raison. On en parle. Je pense que oui, effectivement, nous avons plutôt une caste politique. Encore une fois, ils sont très peu nombreux dans cette caste politique. Mais ils tiennent tout. Ils tiennent tout. Voilà le drame. Et c'est cela qu'il faut changer. Alors, je ne sais pas si c'est être révolutionnaire, c'est plutôt être patriote, être amoureux de la France, vouloir lui redonner un avenir, plutôt que de la laisser se faire tondre la laine sur le dos tous les jours jusqu'à ce que mort s'en suive. Quel que soit le mot, on peut considérer qu'il faut rebooter le système. Il faut revoir le système. Le système, mais aussi, si vous voulez, ce qu'on met dans la politique, ce qu'on met sous l'économie. C'est simple. Nous sommes un peuple qui a été fondé sur une conception de l'homme. Chaque peuple a sa conception de l'homme. La nôtre, il se trouve, il ne s'agit pas de faire de religion ou quoi que ce soit, c'est la conception essentiellement chrétienne et précisément juive. Voilà, cette conception. C'est quoi la conception? Ben, vous le trouvez dans un verset de psaume. Le psalmiste s'adressant à Dieu, tu l'as fait, l'homme, tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu. C'est ça, la conception de l'homme sur laquelle notre culture, notre civilisation, toute la France ont été fondées. C'est ça, un peu moindre qu'un Dieu. C'est-à-dire que l'homme, chaque homme, vous monsieur, et moi, chaque homme est plus grand que l'univers. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On se sert de l'homme. Au lieu de le servir, parce que si c'est plus grand que l'univers, il faut l'aider à s'épanouir. Il faut l'aider à s'épanouir. Eh bien, au lieu de le servir, on s'en sert. On s'en sert. Alors, c'est pas toujours sensible. On n'est pas dans un camp de concentration ou un goulag comme ceux qu'ont connu nos pères. Non, mais tout doucement, quand même, on voit bien qu'il y a une infime minorité qui s'enrichit et qui gouverne tout, qui a tous les pouvoirs, et puis une grande masse qui, elle, s'appauvrit et puis qui compte pour des bonnes, quoi. Bravo. Hein? Bravo, général. Bravo. Pensez-vous que... Si vous liez la langue de bois, il ne fallait pas dire ce soir. Ouais. Pensez-vous que les citoyens ont aussi leur responsabilité dans la situation actuelle? Et vous citez une phrase d'Einstein dans votre livre: « Le monde est dangereux non à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. » Il est évident que nous, citoyens, je dis bien nous, moi aussi j'en suis, sommes responsables.
Pas totalement. Nous avons été des bonnets, bien souvent. Nous nous sommes fait mener par le bout du nez. Nous avons consenti nous faire acheter par des démagogues. Hein. Mais nous sommes responsables. C'est nous qui sommes le peuple souverain. Donc finalement, les gens que nous avons aujourd'hui, c'est nous qui les avons élus. Hein, quelque part, on a ce qu'on mérite. Bon, ceci étant, il serait peut-être temps de changer un petit peu, hein, de revenir un peu responsable. Nous, de redevenir responsables, parce que sinon, eh bien, c'est pas une France qu'on passera à nos enfants. C'est un tas de ruines. Vous y êtes parce que vous parlez d'incurie de la complaisance. Bravo, général. Non, je trouve que c'est bien. oui, bien sûr, mais c'est aussi nous qui sommes complaisants. C'est à cause de nous que les gens, comment dire, les démagogues en particulier sont au pouvoir. Donc il faut revoir tout cela. Et c'est à nous, peuple souverain, de le faire. Il ne faut pas oublier que depuis 1789, c'est 1789 qui nous a fait roi, ensemble. Mais vous ne pensez pas que pour changer les choses au niveau politique, il faut changer de mode de scrutin qui élimine d'une manière mécanique comme un bulldozer certaines franges de l'opinion qui ne sont pas représentées à l'Assemblée nationale. Il y a quand même un problème majeur dans le type de scrutin en France, et par là même se posent les problèmes de la Ve République, on le verra peut-être tout à l'heure. S'il n'y avait que ça à changer, ça serait vite fait. Je crois qu'il y a d'abord à changer, si vous voulez, une mentalité de tout le monde. Nous. Mentalité qui s'exprime ainsi, ça va péter. On va dans le mur. Et ça donne le savapétisme et on va dans le murisme. C'est-à-dire que nous sommes en train de créer une nouvelle idéologie qui sort de rien, qui sort de nous, de notre sentiment. Nous sommes en train de créer une nouvelle idéologie qui va nous conduire à la catastrophe si nous ne repoussons pas le chemin. Il faut d'abord inverser le pas de cet engrenage désastreux qui est psychologique. Nous, dans l'armée, on sait bien que la force principale d'une armée, d'un régiment, c'est l'esprit de corps. L'esprit de corps, ça se façonne. Ça se façonne. Bijard disait, le parachutiste, pour une fois qu'il était modeste, le parachutiste, c'est un soldat comme un autre, plus l'esprit de corps. C'est-à-dire la niaque, la vouloir gagner. Eh bien, on n'en a plus. Nous sommes un peuple maintenant qui est à peu près complètement avachi, quoi. Donc, il faut vous réveiller. Pardon, il faut nous réveiller. Alors, un projet présidentiel. Est-ce que vous pouvez nous faire, moi président, là, vous êtes président, qu'est-ce que vous faites? Non, je ne vais pas vous la faire comme ça. Non, votre première... Ça a déjà été fait, c'est pas première action importante. Bon, alors, en admettant qu'en mai 2007, je me retrouve élu, je m'adresse aux Français pour leur dire, écoutez, il me faut une majorité à l'Assemblée nationale, c'est évident, et j'ai 3 référendums à vous faire passer. En même temps, 3, peut-être 4, je réfléchis à un 4e, on verra. Au moins 3 référendums à vous faire passer, en même temps que les législatifs. Premier, faire une pause migratoire de 20 ans. Très bien. Il ne s'agit pas de refus de l'étranger. J'ai passé ma vie, une bonne partie de ma vie en Afrique. J'aime profondément les Africains. J'aime profondément l'Afrique. Et puis je suis de ceux qui considèrent que il y a plus de commun entre 2 hommes, quelle que soit leur couleur, leur religion, etc., plus de choses en commun que de divergences. Seulement, la France est dans un tel état, et puis aujourd'hui, l'islam est dans un tel état, que continuer cette migration comme nous le faisons aujourd'hui, ça va péter. Oui, là, ça va péter. Donc, il faut faire une pause migratoire, la décider et en prendre les moyens. Et en prendre les moyens, c'est très important. Parce que c'est facile de nous faire un référendum comme celui de 2005 et puis passer à côté, le refus de la Constitution européenne. Non, il faut faire une pause migratoire de longue durée, et je pense à 20 ans, le temps de, si vous voulez, d'abord de nous retrouver, de refaire notre cohésion nationale, et puis de redéfinir les règles, redéfinir un nouveau code de nationalité bien réfléchi, redéfinir les règles d'une éventuelle, si la nation souveraine le décide, et d'une éventuelle réouverture de l'immigration. Voilà, première chose, une pause migratoire. Le deuxième. Je m'en souviens plus. Le deuxième, c'est la souveraineté. Le deuxième, il est évident, écoutez, je pense qu'une nation, c'est comme une personne.
elle ne peut s'épanouir vraiment que si elle peut décider librement de sa conduite, de son avenir, de ce qu'elle va faire. Librement. Or, notre souveraineté nationale, nous ne l'avons plus. Et nous n'avons plus parce qu'elle a été bradée. Je ne dis pas je ne suis pas contre l'Europe, contrairement à ce que certains croient. Mais il faut qu'elle se fasse avec notre volonté. La souveraineté, c'est la liberté, c'est la capacité de décider pour soi-même et pour ses enfants, pour l'avenir. C'est très important, la souveraineté. Ça ne se brade pas. On en délègue certains éléments, mais en mesure toujours de les reprendre parce que c'est un bien propre, la souveraineté. Or, aujourd'hui, nous n'avons plus notre souveraineté. Dans aucun domaine, quasiment. Et ça ne fait que croître et embellir. Avec le TAFTA, c'est fini, on n'a plus notre souveraineté économique. Hein. Le TAFTA, c'est le pendant de l'OTAN. On parlait de l'OTAN tout à l'heure. Nous étions autrefois les amis des Américains, maintenant nous sommes leurs vassaux. La différence, c'est qu'un ami peut dire, là tu fais une bêtise, mon ami, tandis que le vassal, il baisse la tête. Et avec le TAFTA, c'est pareil. Est-ce que vous considérez qu'il y a une sorte de dictature sur cette question? Parce que ça fait 2 ans que à l'Europe, à Bruxelles, on négocie dans le secret absolu sur des choses qui vont nous concerner. Il risque d'y avoir un traité signé par nos gouvernances. Alors, est-ce qu'il faut faire un référendum là-dessus? Non, je crois qu'il faut tout simplement ne pas signer le TAFTA. Voilà. Il fallait pas y aller. Bravo, général. Pourquoi? Parce que cette décision qui est très lourde, politiquement, économiquement, très lourde, mais très, très lourde, elle appartient à la nation, point. À la nation, point. Alors qu'un homme politique responsable, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Mais oui, désolé, hein. Un homme politique responsable qui voit loin, qui sait ce qu'est la France, qui connaît l'histoire et qui se projette dans l'avenir, etc., qui aime la France, qui la sert et s'en servir, propose à la nation, forcément TAFTA, mais une évolution. Oui, bien sûr, mais c'est à elle. Pour une chose aussi lourde, c'est à la nation de décider. C'est pas quelques scribouillards. Hein, non, c'est pas possible. Voilà. Et le troisième, donc, vous me demandiez le troisième... Troisième référendum. Le troisième référendum. Bien. Tout simplement une charte nationale d'éthique. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est une charte d'éthique? Je prends une seule définition, il y en a d'autres. Hein, c'est un code de conduite. Un code de conduite, voilà. Et là, vous devenez philosophe, hein, parce que dans l'ouvrage, il y a quand même au moins une vingtaine de pages. Vous citez Bergson, etc. C'est intéressant ce passage-là. D'ailleurs, j'ai lu dans votre biographie que vous êtes intéressé à beaucoup de penseurs, y compris de Marx, Gramsci, etc. Qu'est-ce que vous avez retiré de ces lectures? Et est-ce que ces penseurs qui vous ont... Parce que c'est très rare dans un livre politique d'avoir un grand chapitre philosophique. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que la politique? Encore une fois, je crois que c'est Saint-Augustin qui disait, non, Saint Thomas d'Aquin, c'est l'incarnation de la charité à l'égard du peuple. L'incarnation de la charité à l'égard du peuple. Ça aussi, c'est un fondement de notre culture. C'est géant. La politique, elle est consubstantielle. La philosophie, elle est consubstantielle à la vraie politique. À la vraie politique. Pas à ce qu'on sert. Elle est consubstantielle. Donc, je ne suis pas un philosophe, il ne faut pas croire. Hein. Je me suis même fait aider, je le dis très sincèrement pour ce chapitre, mais c'est moi qui l'ai trouvé quand même, c'est moi qui l'avais dans la tête. Et ce que je retiens de Gramsci et compagnie, d'abord que, je ne les ai pas tous lus, mais j'en ai lu beaucoup, hein, que si on veut faire quelque chose de solide, si on veut servir, il faut être extrêmement réaliste, regarder les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas rêver d'un monde qui n'existe pas. Il ne faut pas rêver d'un homme qui n'existe pas. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Ça aussi, c'est gaulien. Et puis, ce que je retiens, c'est que la vraie politique, je le redis encore une fois, c'est de servir. Et vous parliez de Gramsci, et je crois que, juste un aparté, notre parti socialiste d'aujourd'hui est très gramscien.
Et en fait, si vous voulez, sous des noms très différents, c'est la même idéologie de Gramsci qui perdure jusqu'à Madame Taubira qui veut nous faire changer de civilisation. C'est pire dans Gramsci, ça. C'est pile dedans. Et quand on ne sait pas ça, comme Sarkozy, qui d'ailleurs Sarkozy, ouais, et il a dit aux Russes un jour, heureusement que vous étiez là sur la bataille de la Marne en 1917. Il faut le faire. Il faut le faire. Président de la République. On marche sur la tête, quoi. Hein, voilà. Alors, quand on est face aux socialistes et qu'on ne voit pas cette filiation philosophique dans leur comportement depuis 2 siècles, on n'a rien compris, on est à côté de la plaque. Donc un homme d'État doit avoir une culture philosophique minimale. Bon, j'ai répondu là. Oui, on avait dit qu'on laisserait une grande partie au public, à vous, pour poser des questions, pour intervenir. Donc ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble. On voudrait rapidement aborder deux chapitres encore, avant de vous donner la parole. Un grand chapitre important, très important, à ce titre, libérer les énergies. Ah. Et là, il y a véritablement, je dirais, beaucoup de choses à dire. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une brève synthèse? Oui. En fait, cela tient au rôle de l'État, en général, mais aussi à la situation actuelle. Il y a 10 jours, j'étais en réunion avec des agriculteurs. Vous savez, moi je suggérerais volontiers à M. Hollande et M. Sarkozy d'aller parler avec les agriculteurs parce qu'ils ont beaucoup plus de sens politique qu'eux. Voilà des gens qui ont les pieds sur terre, c'est le cas de le dire, hein, et qui savent de quoi ils parlent. Bon, voilà. Et ils ont vraiment du sens politique. Et eux, leur langage, et comme celui des chefs d'entreprise industriels et autres, c'est on est coincé. Il y a des règles partout. Bon, alors, on tient au rôle de l'État. Qu'est-ce que c'est le rôle de l'État? Bien sûr, et d'abord, à remplir ce qu'on appelle les missions régaliennes, la sécurité intérieure-extérieure, la justice, etc. Ça, c'est évident. Et là-dessus, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas assez exigeants. Si nous avions rempli notre devoir de citoyen, eh bien, les armées ne seraient pas dans l'état où elles sont. Et aujourd'hui, on risque d'en payer le prix. Bien. Et là, notre justice ne serait pas dans l'état où elle est, etc. Donc, il faut que l'État, nous, citoyens, nous, peuple souverain, devons exiger de l'État qu'il remplisse parfaitement ses missions régaliennes. Et au-delà, c'est quoi ce devoir? Eh bien, c'est de faciliter notre développement, pas uniquement économique, mais dans tous les domaines. De faciliter, c'est-à-dire faire péter les carcans, faire sauter tous les carcans, tous ceux qu'il faut faire sauter. Il y en a quelques-uns qui sont nécessaires. Oui, c'est ce qu'on appelle... Hein? Vous voyez que vous êtes révolutionnaire, vous voulez changer toutes les structures. Non, c'est un état d'esprit que je veux changer. C'est très différent. Ça s'appelle le principe de subsidiarité. Qui veut que la personne étant ce qu'il y a de plus important, c'est ça qu'il faut servir, étant le siège de la souveraineté, de son propre développement, la personne étant responsable de sa propre recherche de son bonheur. Notre vocation, c'est quand même le bonheur, il ne faut pas l'oublier. Hein? La personne étant responsable, eh bien, tout doit être mis à son service. Et les responsabilités doivent être prises aussi près que possible de la personne, et si possible par elle-même. Ce n'est pas toujours possible, c'est clair. C'est pour ça qu'il faut des communes, il faut, etc. Il faut des organisations en général, bien. Mais il faut un État aussi, c'est clair. Mais tout cela est au service du développement des personnes et du bien commun. Donc le rôle de l'État, c'est de permettre à toutes ces initiatives de se développer, en mettant tout simplement les seules règles nécessaires pour le bien commun et pour l'intérêt général. Voilà. Et voilà, le rôle de l'État, c'est ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Bon, je vous laisse dire. Hein. Je vous laisse dire, je crois que ce n'est pas la peine d'entrer. Voilà, 45 minutes, on va tenir notre parole. La parole est à vous maintenant. Il y a un micro, vous pouvez intervenir, poser des questions. Alors là, c'est... Monsieur. Et puis après, s'il vous plaît, si vous pouvez faire des interventions relativement courtes, parce qu'il y a beaucoup de demandes de prise de parole. Ma question est très courte. Pour arriver au pouvoir, il faut y accéder.
il y a une manière légale, les élections, et il y a d'autres manières. Que proposez-vous pour accéder au pouvoir? Je vois venir. Ne comptez pas sur moi pour un coup d'État, quel qu'il soit. J'en ai déjà fait un ailleurs. Et surtout, je sais très bien que des épreuves de force comme celle-là sont susceptibles de dériver vers des drames. J'ai vécu 4 guerres civiles sur le terrain. Sur le terrain. Et je ne veux pas, je ne ferai rien qui puisse provoquer une telle chose en France. Et justement, le coup d'État, c'est ça qui peut le faire. Et puis, j'en ai pas les moyens, et je ne veux pas en avoir les moyens. Là-dessus, c'est clair. Et puis vous êtes un démocrate. Et je suis un démocrate, c'est vrai, je suis un démocrate, je suis démocrate. Ah, je pense l'être beaucoup plus, voyez-vous, que M. Hollande ou M. Sarkozy. Oui, mais je n'hésite pas à dire cela. Je pense l'être beaucoup plus. Quand je dis que la souveraineté populaire et la souveraineté de la nation, il faut qu'elle la récupère, quand je dis qu'il faut que l'homme, chacun d'entre nous, devienne le centre du monde, entre guillemets, pour la politique. Si chacun se considère comme le centre du monde, c'est foutu. Là, ce seront des conflits d'égoïsme. C'est pas pareil. Mais que la politique soit au service de chacun d'entre nous, mais oui, je suis beaucoup plus démocrate qu'eux. C'est clair. Et donc, moi, si je me lance dans cette affaire, je le ferai de manière totalement légale. Comment? Oui, mais alors, ça veut dire quoi? Ce que je réprouve et ce que je voudrais déboulonner, ce ne sont pas les partis politiques. C'est la place qu'ils ont prise. C'est la dictature de fait dans laquelle qu'ils ont installée en France. Un parti politique, c'est légitime. D'abord, vous le détruisez, il renaît 15 jours après sous une autre forme. Vous savez, on va faire n'importe quoi, c'est pas la peine. Moi, je suis un homme concret. Donc, ce ne sont pas les partis politiques qui sont néfastes, c'est la place qu'ils ont prise. La place qu'ils ont prise, une véritable dictature. Donc, oui, maintenant, je dispose d'une organisation. Nous disposons de l'organisation. Il y a un an, quand ce livre est paru, Le Rouge, j'étais seul, enfin nous étions 5, 6, voilà, très peu nombreux, totalement inconnus, et puis on m'a pris pour un rigolo, surtout en haut lieu là-bas. Un rigolo, quoi. Bien. Et puis maintenant, ce deuxième livre étant sorti, nous sommes une centaine, un beau petit état-major à travailler. De 22 ans à 55 ans. De 22 ans à 55 ans. J'ai pas fini. Il n'y a pas de senior. Si, chez moi. D'accord. Et nous continuons. Nous avons créé un fonds de dotation qui est déclaré d'intérêt général, c'est-à-dire que vous y mettez 100 000 euros, par exemple. Vous recevrez un reçu fiscal vous permettant d'avoir une réduction d'impôt à hauteur de 66% du don. Nous avons France Terre d'Espérance, qui est une association qu'on transforme en ce moment, qui va notamment faire de l'insertion, comme disait, elle travaille sur un projet d'insertion. Nous avons un projet 3T pour une terre, un toit, un travail, pour les paumés, quoi. Il y en a tellement, ce sont nos frères, nos frères en humanité, pour les aider. Il y a le devoir de ceux qui ont quelque chose d'aider ceux qui n'ont rien. Mais à prendre leurs responsabilités, c'est ça le premier devoir. Prendre leurs responsabilités. Et puis nous venons de créer, c'est tout frais, moins d'un mois, une association politique. Parce qu'aujourd'hui en France, de toute façon, on ne peut pas se présenter à un mandat quel qu'il soit sans avoir une structure politique. Nous avons une association politique qui s'appelle tout simplement Rebâtir la France, je ne suis pas allé chercher bien loin, et qui donc, comme toute association politique, recevra toutes vos adhésions, et puis des dons, elle peut recevoir des dons avec réduction d'impôt. J'ai répondu? Question? C'est monsieur. En général, les élections sont dans 14 mois, c'est-à-dire demain, quoi. Et la question que je me pose, quand est-ce qu'on vous entendra dans les grands médias? Quand ils me feront venir. Quand ils me feront venir. Vous voulez pas que je fasse un coup d'État pour aller parler à la télé? Non, mais est-ce qu'il y a des actions qui sont menées actuellement? Mais oui, mon cher monsieur, ça vient, je vous rassure. Écoutez, j'ai eu il y a 2 jours, à la sortie de ce livre, un journaliste, le responsable politique du Figaro, qui n'avait pas été destinataire du livre, m'a appelé. Nous avons passé 45 minutes ensemble au téléphone. Il a commis un article excellent sur lefigaro.fr. Excellent. Ça commence à bouger. J'ai commis, au moment de l'affaire Piquemal,
J'ai commis un petit article sur Facebook. En 36 heures, il était vu 1 300 000 fois. Ben, il paraît qu'il y a les stars un peu dénudées qui en font autant. Et j'étais pas à poil. Madame, c'est à vous. J'approuve votre charte nationale d'éthique. Quelle question poserez-vous, je suis là, quelle question poserez-vous en référendum à ce sujet? D'abord, il faut apprendre aux Français ce qu'est l'éthique. C'est évident. C'est pour ça que je suis ici. Et vous le savez. Et quelle question poserez-vous, puisqu'un référendum nécessite une question? Oui, nous y travaillons en ce moment à cette charte. Dans ce livre, il y a l'explication de la nécessité d'une charte et si vous voulez, de la manière dont elle sera conçue. C'est-à-dire que nous allons partir de notre civilisation, de notre culture, mais cela, on va pas parler de religion, on va pas parler etc. Non, non. Qu'est-ce que c'est dans notre culture qu'est-ce qu'il y a dans notre culture qui peut servir de socle à l'éthique, c'est-à-dire au code de conduite, quoi. Voilà. Eh bien, c'est la conception de la personne. C'est la conception de la personne, c'est l'égalité homme-femme, c'est une série de choses comme ça. Alors, nous travaillons maintenant dessus, c'est-à-dire que je suis en train de créer une équipe informelle, ils ne se connaissent pas. C'est un fantastique travail, un fantastique moyen d'arriver à quelque chose. Ils ne se connaissent pas, pour l'instant. Après, je les mettrai ensemble. Une équipe informelle qui va travailler sur un code éthique. Mais il sera très bref. Vous avez vu la déclaration des droits de l'homme, ça tient en 2 pages. Je pense qu'on arrivera à moins. On pourra faire moins. Il y a quelque chose de très clair et qui ensuite, avec le temps, sera décliné, sera amélioré, sera décliné, et qui servira de base pour toute chose. Par exemple, les partis politiques. Eh bien, avec une charte éthique comme celle-là, si vraiment le peuple la vote par référendum, eh bien, Madame Taubira ne pourra plus nous faire changer de civilisation. Terminé, Madame Taubira. Et Madame Belkacem. Et puis, on ne pourra pas non plus avoir en Île-de-France un parti qui prône la charia. Personne ne l'a dit, mais il a fait plus. Il a fait plus de 5%. Voilà. Et ça, c'est vraiment le ver dans le fruit. Et Madame Belkacem. Bon, si vous voulez. Enfin, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Voilà. Mais ça s'imposera aux partis politiques. Ça s'imposera aux écoles. Le rôle de l'État, c'est pas nécessairement d'avoir 1 500 000 fonctionnaires à l'école. Moi, je ne crois pas. Je dis ça devant mon épouse, je vais me faire battre parce qu'elle est enseignante. Elle était. Voilà. Mais, pardon. Mais c'est par contre de dire, oui, vous pourrez ouvrir une école, mais vous respectez la charte éthique. C'est-à-dire qu'une école ne pourra pas ouvrir si elle prône l'inégalité entre l'homme et la femme. Ou si elle tape sur la France. Pas possible. Okay. Bonsoir. Je vous ai écouté avec attention et j'ai entendu qu'un de vos projets politiques est de stopper pendant longtemps le flux migratoire en France. Oui, madame. Et que vous voudriez vous en donner les moyens. Oui, madame. Or, j'ai entendu aussi qu'il faut regarder la réalité en face. Oui, et qu'il y a des millions de gens qui arrivent et qui ont envie de manger, de vivre, d'avoir une vie digne. Oui, madame. Je suis italienne, le problème de la migration, le connais vous connaissez bien. Donc, ma question est la suivante, c'est donner le moyen. Qu'est-ce que ça signifie? On ne peut pas juste bloquer les frontières et fermer les frontières. Nous vivons dans un monde, les frontières, aujourd'hui, nous sommes dans le monde. Hein, donc, qu'est-ce que vous entendez quand vous dites qu'il faut s'en donner les moyens? Bien. Comment résoudre ces problèmes? Oui. D'abord, je parlais des moyens de l'arrêt du flux migratoire, c'est-à-dire une garde aux frontières. Mais vous avez raison de poser cette question parce qu'elle ouvre sur la politique internationale. Projetons-nous dans 80 ans, c'est-à-dire à la fin de ce siècle. Je ne serai plus là. C'est clair. Beaucoup ne seront plus là, mais vos enfants, petits-enfants seront là. À la fin de ce siècle, l'Europe, et quand je dis l'Europe, je comprends la Russie, parce que la Russie fait partie de l'Europe. L'Europe, ça sera encore
l'Europe, ça sera encore, comme aujourd'hui, environ 800 millions d'habitants, mais plus vieux qu'aujourd'hui. Si on ne redresse pas la démographie russe remonte. Donc c'est possible. C'est possible. Par contre, l'Afrique à elle seule, je ne parle que de l'Afrique, pas du Proche et du Moyen-Orient, elle sera passée de 1 à 4 milliards d'habitants, jeunes. Et si rien n'est fait pour sortir ces gens-là de la pauvreté, qui dans beaucoup d'endroits tournent à la misère, eh bien, un jour ou l'autre, tout naturellement, c'est un phénomène banal dans l'histoire. Eh bien, on aura un Napoléon, un Hitler, etc., qui réussira à rassembler ces masses humaines. Et puis, tant pis pour l'Europe. Hein. Tant pis pour l'Europe, que ce soit les Italiens ou les Français. Tant pis pour l'Europe. Et je dirais que c'est un phénomène quasiment mécanique. Mais maintenant, si on parle politique, d'abord pour nous, notre intérêt vital, mais aussi pour eux, qui, je la rappelle, sont nos frères humains. Nous avons, je crois, un devoir, il y a une nécessité de vraiment prendre les moyens d'aider ces gens-là à se développer, mais un développement complet, intégral, pas uniquement économique, c'est complet, hein, c'est-à-dire le développement culturel, le développement des institutions, le travail qu'avait commencé, je vais dire un gros mot, hein, mais tant pis, j'assume, je n'arrête pas de dire des gros mots, hein, qu'avaient commencé nos anciens au moment de la colonisation. Il faut arrêter de culpabiliser sur la colonisation. Il faut distinguer entre le colonialisme, qui est une idéologie lamentable, hein, qui niait l'égalité entre les hommes, issu d'ailleurs de l'idéologie de la suprématie de l'homme blanc. Ça, c'est lamentable. Et il faut distinguer ça de la colonisation de terrain. J'ai été garde du corps de Fouet-de-Boigny dans ma jeunesse d'officier. Garde du corps de Fouet-de-Boigny. Et ce grand monsieur, qui pouvait être mon grand-père, me disait, mais nous, Africains, nous devrions bénir la colonisation jusqu'à la fin des temps. Un Africain. Et encore récemment en Afrique, avec mon épouse, à Dakar, hein, je tombe sur un jeune gars, 35 ans. Vous êtes français, me demande-t-il. Oui, je suis français. Ah, notre mère patrie. Et il n'avait rien à me vendre. Notre mère patrie. Vous vous rendez compte? Hein? Donc, ça veut dire que nos anciens, quels que soient les Italiens... Je suis allé en Somalie, madame, avec les Italiens. Les Italiens ont été applaudis, ovationnés, les soldats italiens, ovationnés en Italie. Ils avaient laissé un très bon souvenir. Donc, aujourd'hui, il faut revenir aider ces gens-là, surtout pas comme autrefois. Surtout pas comme autrefois. D'abord, c'est impossible. Hein? Et puis, ça serait encore une fois une négation de l'égalité des peuples, de l'égalité des gens. Mais par contre, ils ont un besoin, et quand on va en Afrique, ils nous le disent. Ils nous le disent. Je l'ai entendu des milliers de fois en Afrique. Et surtout, aujourd'hui, ils nous disent, mais quand est-ce que vous revenez à la place des Américains? Ou des Chinois? Ou des Chinois? Voilà. Une partie de l'Afrique est devenue une véritable colonie de peuplement chinoise. Et les Africains sont poussés ailleurs. Ils viennent chez nous. Et on est en train de tout déséquilibrer dans le monde, tout simplement parce que nous ne prenons pas les moyens. Ça va être dur, hein? C'est du boulot. C'est pour ça qu'il faut des hommes politiques responsables qui aient de la vision et qui aient de la poigne aussi. Et qui ne passent pas leur temps à téléphoner à Leonarda ou autre chose. Hein? Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que nous prenions les moyens en partenariat. En partenariat. J'insiste beaucoup là-dessus. Il n'y a pas de relation de subordination. Hein? Mais ils ont plein de choses à nous apporter, les Africains. Énormément, en particulier le sens de la famille. Oh, magnifique, magnifique. Hein? Il y a aussi une certaine poésie, puis aussi l'enracinement de l'être humain dans les étoiles. Et, ils ont tout ça à nous apporter, qu'on a perdu. Hein? Mais nous aussi, on a leur apporter. Donc c'est vraiment un esprit de partenariat. Et je crois que c'est absolument nécessaire. Et j'irai plus loin. En fait, cet ambassadeur russe me disait, pardon, numéro 2 de l'ambassade, mais c'est pareil, me disait, il y a en ce moment, se crée en ce moment un arc conflictuel qui va en fait, du Maroc jusqu'au Pakistan, au Tadjikistan, etc. C'est une bombe. C'est une bombe. Démographiquement, ça explose. La pauvreté ne régresse pas vraiment. Les inégalités locales, non. Les gouvernements ne sont pas ce qu'on peut appeler des démocraties
tendre, etc. Et puis, en plus, nous y sommes allés avec comment dire, des grosses chaussures, quoi, hein, dans cette poudrière. Voilà. Et donc, c'est toute cette région, du Maroc jusqu'au Tadjikistan, qui aujourd'hui pose problème aux Européens, Russes compris, pour le XXIe siècle. Donc nous avons une nécessité de créer un partenariat. Je ne dis pas la forme, je n'en sais rien, je ne suis pas encore arrivé là. Hein. Un partenariat de Lisbonne jusqu'au moins l'Oural et éventuellement Vladivostok, parce que les Russes, eux, ils sont très attachés à l'Eurasie. Hein. Un partenariat pour pacifier par le développement toutes ces régions. Sinon, ça va exploser. Juste pour terminer, parce qu'en fait, je suis un peu frustrée parce que je n'ai pas vraiment eu de réponse. Ah, bon. C'est vrai, oui, bien vrai. sûr, nous sommes tous d'accord qu'il faut aider ces pays à se reconstruire d'une situation que l'Occident a créée. Oui. Mais que faites-vous de ces millions de gens qui sont actuellement dans la détresse? Alors madame, je n'avais pas compris. Excusez-moi, je n'avais pas compris votre question. Le problème, c'est la réalité, c'est celle-là. Après, il faut voir. Vous pouvez parler des migrants. Et oui, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, mais je n'avais pas compris cela. On leur envoie... Excusez-moi. Voilà. Je reviens. Des migrants, oui, d'êtres humains. Je reviens aux migrants. Oui, mais les migrants sont des êtres humains comme nous. Mais ceci étant, il y a, là aussi il faut regarder les choses en face. Hein. Il y a 3 façons de se déplacer d'un pays à un autre. 3. Moi, j'en connais pas 4. La première, c'est de voyager. Voyage d'affaires, voyage d'agrément. Et celui qui voyage a les moyens de voyager, il respecte la loi du pays où il va. La deuxième façon, c'est s'installer dans le pays. On y va pour s'installer, soit temporairement, soit définitivement. Quand on y vient pacifiquement, on y a un travail pour subvenir à ses besoins, et puis si on ne prévoit pas d'y rester définitivement, on s'insère. Et si on prévoit d'y rester définitivement, on s'assimile. Et la troisième façon de se déplacer d'un pays à un autre, c'est l'invasion. Alors, dans ce cas-là, c'est pas une invasion avec des chars et des kalachnikovs. Quoique les kalachnikovs, à mon avis, il doit y en avoir quelques-uns. Et je suis prêt à admettre que pour l'immense majorité, ces gens-là ont été poussés à partir. Ils sont manipulés. Ils sont manipulés à la fois par les salauds de passeurs là-bas, peut-être par la Turquie, par l'État islamique, etc., et par Mme Merkel et M. Hollande. Pardon ? Des pays comme l'Irak, parce que c'est un pays où ils ont été bombardés. Mais madame, attendez. Et j'ai fait un peu de guerre, malheureusement, il n'y a pas de guerre, et malheureusement, il n'y a pas de guerre sans mort. C'est bête, hein, c'est bête. Si on pouvait faire la guerre sans faire de mort, ça serait super. En 45, c'était pas mal. Comment? Non, je disais qu'en 1945, on n'a pas tous eu. Oui, et ensuite, il faut regarder les choses en face. Écoutez, le premier devoir d'un homme politique, c'est de s'occuper de son pays, à lui. Donc, en l'occurrence, dans cette affaire-là, j'ai un immense respect pour toutes les personnes. Bon, ceux qui... il y en a quelques-uns là-dedans qui ne sont pas... il va falloir les pourchasser et les mettre hors d'état de nuire. Ça, c'est clair. Parce que sinon, ça va être un drame chez nous. Donc, il faut être très vigilant, très... Quant aux autres, le premier droit d'un être humain, c'est de vivre chez lui, en paix, avec les moyens de vivre. Et tout ça, ça définit une politique internationale. Tout ça, ça définit une politique de la France et de l'Europe et des États-Unis et de l'Amérique et de la Russie à l'égard de la Syrie, de l'Érythrée, etc. Moi, j'écris dans ce livre, et je n'hésite pas à l'écrire. Un camarade m'a dit, mais tu vas fort, tu n'imagines pas. Je n'hésite pas à écrire qu'il faut qu'ils rentrent chez eux. C'est notre... Nous avons en France, je ne sais pas, les chiffres varient entre 3 et 10 millions de chômeurs, je ne sais plus. Hein. Bon, on a quand même pas mal de chômeurs. Et on fait venir des gens. Mais on va éclater, madame. Nous allons éclater. Hier soir, j'étais en conférence, 3 en 3 jours, c'est pas mal quand même. J'étais en conférence hier soir à Carpentras, mais les gens étaient remontés à fond.
remonter à fond, et ça crie à la guerre civile. Mais si, vous savez, nous sommes dans une situation, aujourd'hui, où l'étincelle peut créer le drame. L'étincelle, encore une fois, j'ai vécu 4 guerres civiles, ce sont toujours des étincelles qui créent le drame. Les migrants, si respectables qu'ils soient, et ils le sont autant que vous et moi, leur place, c'est d'abord chez eux. Je note aussi que ceux qui viennent chez nous, manipulés, ils manquent à leur pays. Ils manquent à leur pays. Hein? La Syrie, j'ai eu des témoignages de chrétiens syriens qui disent « mais arrêtez d'accueillir les migrants chez vous. C'est ici leur place. Notre pays ne se développera pas. » Oui, voilà. Et vous écrivez « J'approuve l'intervention russe au Proche-Orient ». Ah oui, complètement. Oui, complètement. J'approuve l'intervention russe. Bon, alors bien sûr, les Russes, c'est toujours la même chose. D'accord, ils ne sont pas toujours très fins. Hein. Bon, d'accord. Mais encore une fois, une guerre, ça fait des morts, c'est bête. C'est bête. Mais attendez qu'on en vive une chez nous, vous allez voir. Mon général, je me permets de reprendre ce que vous avez dit. Et je partage tout à fait votre point de vue. Il y a 2 façons d'aider les Africains. La coopération qui avait été créée sous De Gaulle et qui permettait à des jeunes faisant le service militaire d'aller sur place, leur apprendre à créer des infrastructures militaires, hospitalières ou autres. J'ai moi-même été volontaire en Afrique, au Sénégal, comme chirurgien. Et je partage votre point de vue sur ce que la reconnaissance qu'éprouvent les Africains vis-à-vis des Français. Merci. Mais il y a actuellement un autre problème, et je relève ce qu'a dit Madame, le problème des migrants. Nous croulons actuellement sous l'humanitaire, sous la sentimentalité. Et il suffit de regarder les choses et de voir que sur 10 jeunes migrants, qu'on appelait au début les clandestins, maintenant on les appelle les migrants, que sur 10 jeunes migrants, il y en a simplement 2 qui amènent femmes et enfants. Les autres, au lieu de défendre leur pays comme nous l'avons fait en 1940 quand les Allemands nous ont envahis, où nous avons créé un maquis, nous avons abandonné toutes nos ambitions pour rester sur place et lutter contre les Allemands, ces gens-là fuient par peur et fuient surtout pour faire un grand remplacement de population, ce qui est écrit dans leur religion, dans le Coran, et c'est ce qu'a dit Jean Raspail dans le grand remplacement. Et ça, les Français n'ont absolument pas les yeux ouverts pour le constater, parce que la presse nous le cache, parce que les politiques nous le cachent, et c'est ça à laquelle je voulais répondre, madame. Et vous faites erreur. C'est faux, monsieur. Monsieur, c'est faux. C'est vrai. C'est faux, monsieur. C'est faux. Tout a été organisé, c'est tout. C'est organisé. On fait venir les migrants pour tuer effectivement l'Europe, mais c'est fait par les Occidentaux. Voilà, organisé par les États-Unis d'Amérique et tout le reste. Il n'a pas dit vrai. Non, il a l'air de dire qu'ils viennent seuls. Excusez-moi, j'ai le micro, donc je me permets. C'est pas seul, c'est totalement organisé. En général, bonsoir et merci d'être venu. J'aimerais écouter M. Pahlavi qui a vécu longtemps en Irak, je crois. Pardon, excusez-moi. Et, par rapport à ce problème de l'islamisme qui fait peur, on vit des choses terribles, on peut s'attendre à vivre des choses encore absolument terribles. On est dépassé par ce problème. Par mon boulot de travail, je me suis un peu confrontée à ces gens-là qui sont absolument terrifiants. Donc j'aimerais savoir ce que l'on peut faire, ce que vous pensez, mon général, que peut-on faire par rapport à ça? À tous les niveaux, je dirais, d'inquiétude, hein, de vie, de scolarité, d'enfants, de tout. Merci. Merci, madame. Il est facile de casser, il est difficile de recoller, il est presque impossible de restituer quelque chose dans son état antérieur. J'ai assisté il y a 30 ans, 40 ans, il y a une quarantaine d'années, j'étais universitaire en Iran, comme on l'a dit tout à l'heure, quand la révolution islamique a démarré en Iran, car elle a démarré en Iran, cette révolution islamique. Et elle s'est répandue, et je la vois maintenant atteindre la France. Comme mon nom l'indique, je suis moitié français, moitié iranien, de mère française. Donc la France, c'est la deuxième patrie. Et c'est très très douloureux pour moi de voir
l'incendie que j'ai vu allumer il y a 40 ans à 5000 km se répandre maintenant ici. Et avec les mêmes symptômes, les mêmes étapes, l'idéalisme. J'ai entendu madame parler tout à l'heure et j'ai vu les idéalistes aussi en Iran. Les idéalistes sont maintenant, se morfondent, regrettent, parce qu'on aimerait tous être suprêmement idéalistes. Mais lorsque les drames se déclarent, on en arrive à le regretter. Le véritable problème, je me rends compte, je suis téléspectateur comme tout le monde, les mots comme islam, arabe sont autocensurés. Or, quand vous allez voir le docteur et que vous avez un cancer soit généralisé, soit déjà grave, c'est tout de même très triste de se voir soigner pour un rhume. Et je pense, c'est un avis, je ne représente que moi-même, je pense que la France est maintenant déjà atteinte par un mal qui est très grave, que j'ai observé dans l'autre partie de mon identité, c'est-à-dire la partie iranienne. Ça a été jusqu'au drame. Aujourd'hui, on nous dit que tout va bien en Iran. J'ai eu des amis au téléphone hier, rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est-à-dire que la charia est toujours appliquée. 2 millions de personnes comme moi, c'était les premiers migrants peut-être, ont fui. Il se trouve que les Iraniens sont des gens qui sont souvent... Alors ce qui se passait en Iran, c'est qu'on chassait surtout les gens qui étaient compétents, qui avaient de l'accordeur de piano jusqu'au chirurgien comme vous, monsieur. C'est 2 millions c'est de l'anti-politique du développement. On a ramené un pays au Moyen-Âge. Les Pahlavis qui régnaient sur l'Iran, c'était des gens, des Bonaparte, des gens comme Napoléon III. Les Iraniens, les idéalistes, voulaient se débarrasser de Napoléon III, comme on voulait s'en débarrasser en France. On s'est débarrassé de Napoléon III et on est tombé dans la crevasse du Dark Age, du Moyen-Âge. Voilà. Donc il faut savoir, il ne faut pas se dorer la pilule, il ne faut pas se raconter des histoires. Je crois que, et c'est pour ça peut-être que je suis ici, je crois que la France est un pays en danger, au nom de mon origine française, au nom du fait que tout le monde aime la France, que la France c'est peut-être le cœur du monde, personne n'a le droit de se l'approprier, que ce cœur devienne... Il y a assez de pays au monde pour que l'islam se répande, pourquoi la France deviendrait-elle une république islamique? Voilà. Monsieur, non, c'était là, on avait... Après, en général, vous parliez des 3 référendums que vous voulez mettre en place. Mais force est de constater depuis de nombreuses années déjà un certain politiquement correct en France et une certaine manipulation des mentalités véhiculées par beaucoup de vecteurs de communication. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt qu'il faudrait d'abord préparer les mentalités, un changement de mentalité pour ensuite pouvoir faire passer efficacement ces référendums? Oui, mais alors dans ce cas, on va attendre 50 ans. Soit on attend 50 ans, soit il y a plusieurs schémas. Parce que vous savez, il y en a au moins 3. On attend 50 ans, mais alors là, va se produire ce que dit M. Pahlavi. Et joint à la dénatalité, joint à la dictature, on ne parle plus de la France dans 30 ans, avant les 50 ans. La deuxième méthode, c'est de passer en force. C'est pas bon de passer en force. C'est jamais bon. Forcer les choses, forcer les gens, c'est jamais bon. Et la troisième méthode, c'est, je parle pour moi là, je vous demande d'imaginer, mon cher monsieur, imaginez que fin mai 2017, je sois élu. C'est un séisme dans toutes les crânes. En particulier, Sarkozy et Hollande, et tous les autres. Un séisme, mais aussi dans la nation.
Un général élu, vous vous rendez compte, ça s'est jamais vu dans l'histoire de France. Si, De Gaulle. Et alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que la nation a décidé de changer radicalement les choses. C'est pas moi qui compte, c'est la nation. Ça veut dire que la nation a décidé de changer radicalement les choses. Elle a décidé de prendre quelqu'un en dehors des partis politiques, quelqu'un dont la seule culture soit de servir la France, et non pas de se servir. Et alors beaucoup de choses deviennent possibles. Énormément de choses deviennent possibles. Vous savez, parfois, le changement de mentalité, c'est une fraction de seconde. C'est une sorte de conversion. Ça peut être une fraction de seconde. Et tout redevient possible. Alors, on peut ramer pendant 50 ans à essayer de faire changer les mentalités, on n'y arrivera pas. Il y a une autre solution, c'est pas le coup d'État, certainement pas, mais c'est justement le peuple se reprend en main, reprend sa souveraineté et désigne quelqu'un qui fera le boulot. D'accord, mais la Hongrie n'est pas la France. Je suis désolé de vous dire que j'ai vécu l'époque de la guerre froide. Eh bien, on a changé. On a fait ça. La liberté, elle est passée de l'autre côté, et comment s'appelle, la tyrannie de l'autre. J'exagère à peine. C'est pas parce qu'on est ici ce soir que nos voix sont entendues là-haut. Vous le savez parfaitement. La Hongrie, telle que je l'aperçois, parce que j'y suis allé il y a fort longtemps, c'était juste après la chute du mur, les Hongrois pensent librement, ils sont libres dans leur tête. Et c'est nous qui allons dire qu'ils n'ont pas le droit de penser comme ça. Enfin, c'est un peuple souverain quand même. C'est un peuple souverain. Dans la mesure où ils ne vont pas agresser les autres, ils sont chez eux. Monsieur et monsieur ici. Bonsoir mon général, je vous suis déjà depuis un moment et j'adhère complètement à ce que vous dites puisque je suis souverainiste et je suis pour que la France reprenne sa souveraineté. Je suis aussi pour avoir une coopération européenne et non un dictat européen. Alors ma question est la suivante, enfin, j'en aurais eu deux mais bon je vais déjà en soumettre une. Comment faites-vous pour reprendre la souveraineté vis-à-vis de l'Europe, puisque, avec mes petites connaissances politiques, il est pratiquement impossible de faire l'unanimité sur un vote européen pour remettre les traités en cause. Ouais. Et ma deuxième question est, il y a actuellement en France quelques partis politiques souverainistes qui se disent souverainistes, notamment Asselineau, Dupont-Aignan, un peu le FN, et le fait que vous vous présentiez à une élection n'est-ce pas dangereux pour n'est-ce pas diviser les souverainistes? Ne serait-il pas mieux d'essayer de rassembler un maximum les souverainistes? Voilà. Alors, vous parlez de souverainisme. Le souverainisme est en train de devenir une nouvelle idéologie. Je préfère parler de souveraineté. Ce n'est pas, non, ce n'est pas la même chose. Parce que, comment dire, encore une fois, par engrenage. Vous savez, le phénomène de l'engrenage, c'est quelque chose de majeur dans la vie. C'est fantastique, le nombre de choses qui se font par engrenage dans l'histoire de chacun et dans l'histoire d'un pays. Le simple fait de parler de souverainisme met dans un engrenage qui fait qu'on la veut à toute force et la souveraineté devient un absolu. Ce n'est pas un absolu. C'est un attribut. C'est un attribut de chaque personne. Donc, je ne suis pas un souverainiste. Par contre, je veux la souveraineté. Bravo. Alors, quant à... donc comment l'obtenir? Eh bien, tout simplement en le décidant. Je ne vous dis pas que ça va être facile, et je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas un combat après. Il est évident que si la nation souveraine décide de dénoncer le TAFTA, ça ne va pas faire plaisir aux Américains, et en particulier aux grandes compagnies. Il faudra être prêt à se battre, pas militairement, mais économiquement. Il faudra être prêt à en payer le prix. La liberté a toujours eu un prix, on est quand même payé pour le savoir. L'Islande l'a fait. Pourquoi pas nous? On n'a pas de monnaie en France. Pardon? On n'a plus de monnaie. Mais attendez, bon, vous posez le problème de l'euro, on peut en parler après. Je réponds, monsieur.
Je réponds, monsieur. Hein, donc, vis-à-vis de l'Europe, c'est pareil. Il y a un article, j'ai oublié, je le connaissais par cœur autrefois, j'ai oublié le numéro, enfin peu importe. Il y a un article de loi ou une loi qui précise qu'à partir de telle date, tout ce qui vient de Bruxelles est supérieur à la loi française. On l'abroge. On l'abroge. C'est tout. Il y a des... quoi encore non, je crois que c'est fait, ça. Il y avait un article du GATT qui précisait le nombre d'hectares que les paysans français avaient le droit de cultiver en soja. Ahurissant. Ahurissant. Je crois que c'était dénoncé, heureusement. Mais c'est ahurissant ce qu'on a fait pour diluer, abroger la souveraineté française. Donc c'est une affaire de décision. Simplement, il faut être prêt à payer le prix. Je le répète. Bon. Ensuite, est-ce que je divise? Mais écoutez, cette question m'a déjà été posée 10 fois. Si je divise les partis politiques, j'en suis content. Parce que eux, ils sont diviseurs. Le propre des partis politiques français d'aujourd'hui, c'est qu'ils divisent les Français. Un parti politique français aujourd'hui, il n'en est pas en Amérique ni en Angleterre, hein, c'est des cas très différents. Qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise commerciale qui élabore des produits pour les homosexuels, pour les paysans, pour les femmes de ménage, etc., hein, pour ratisser large et maximiser ses profits en termes de voix, de postes, et puis bien sûr de ça. Hein. Et en faisant cela, parce qu'on est en France, qu'on n'a plus d'éthique nationale, qu'on n'a plus de repères nationaux, que les uns, comme le Parti Socialiste, veulent nous faire changer de civilisation, et les autres ne pensent qu'au fric, je pense à la droite en particulier, eh bien, on divise les Français. Eux divisent les Français. Moi, il y a déjà six maires qui m'ont dit, on est à plus d'un an de la présidentielle, je n'ai pas annoncé ma candidature. Il y a déjà 6 maires qui m'ont dit, vous aurez mon parrainage, dont 2 socialistes. Dont 2 socialistes. Tous les jours, nous rejoignent des gens qui viennent, oui, de chez M. Dupont-Aignan, que j'aimerais rencontrer, qui nous viennent de chez Marine Le Pen, que je suis prêt à rencontrer, qui nous viennent de l'UMP, je n'ai pas envie de rencontrer Sarkozy, non plus, oui, je peux le rencontrer, je n'ai pas les mêmes griefs contre lui, mais, et même qui viennent du Parti Socialiste, voyez-vous. L'un des derniers à m'avoir fait savoir qu'il voterait pour moi, c'est un homme qui a presque 75 ans et qui a toujours voté à gauche. Et il m'a dit, j'ai lu votre livre, et là-dedans, ben, j'ai vu que mon idéal socialiste est là. Alors, il faut l'entendre, hein. Mais ça veut dire que quand je dis, ça aussi c'est gaulien, au-dessus de la mêlée, je ne suis d'aucun parti. Un officier français n'a qu'un seul parti, c'est la France. Point. Alors si je divise les partis, j'en suis heureux, parce que ça permet à la nation de se regrouper. Bon, ben, enfin, j'ai le micro, Gérard Diaconescu, journaliste. Je vous ai écouté, mon général, et puis c'est vrai que vous avez une structure, hein, vous-même, hein, c'est-à-dire vous appuyez sur une structure tout à fait personnelle, parce que je comprends bien. Vous avez, pour l'instant, un petit peu mis de côté tous les partis politiques, que ce soit ceux de droite ou ceux de gauche. Qu'est-ce que vous comptez faire, franchement? Admettons que votre campagne démarre fortement, et j'en suis convaincu parce que vous êtes un homme, on sent très bien, d'un charisme fabuleux, qu'est-ce que vous allez faire de tous ces gens qui sont prêts peut-être à venir vous rejoindre? Il y en a quand même pas mal, je parle parmi les politiques, mais pour l'instant, qui n'osent pas faire le pas vers vous, parce qu'ils se disent, attention, ce monsieur, il est là, mais qu'est-ce qu'il va faire après? Qu'est-ce que nous, on va devenir? Ces partis politiques, parce qu'ils se posent cette question tous les jours. Hein, ils veulent absolument survivre. Et je pense que vous êtes un petit peu, c'est vrai, vous avez dit, un petit peu le monsieur qui va un peu déranger. Mais d'un côté, il faut que vous puissiez justement les rattraper. Toutes ces mouches-là qui sont là, hein, on appelle les mouches, on les appelle avec du miel, on les accueille, et non pas avec du vinaigre, c'est ça le problème. Donc il va falloir quand même faire attention à rapport beaucoup de partis politiques qui sont peut-être prêts à se dire, pourquoi pas, après tout, avec Didier Tauzin. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Oui, qu'est-ce que vous allez faire de tous ces partis politiques qui sont prêts à ou ne pas vous rejoindre? Alors, je ne m'adresse pas d'abord aux partis politiques. Je m'adresse d'abord à vous, que vous soyez élu ou non, de droite ou de gauche.
J'ai compris qu'il n'y en avait pas beaucoup de gauche ici. Il peut y en avoir, j'espère qu'il y en a, hein, c'est clair. Hein. Et puis que vous soyez blanc, black, beurre, c'est pas mon problème. Vous êtes français, vous aimez la France, mais venez. C'est ça. Voilà mon raisonnement à moi. Et je peux vous dire que dans un régiment, on a de tout. On ne demande pas au soldat qui va aller se faire casser la figure s'il est blanc, black, beurre, s'il est de gauche ou de droite, s'il est chrétien, juif ou protestant. On n'en a rien à faire. Il est soldat, il s'est engagé pour servir la France, il est prêt à se faire trouver la peau, mais il mérite l'amour, ce gars. Il mérite l'amour. Bravo. Alors, s'il y a des élus qui sont prêts à me rejoindre, je leur redis ce que je crois avoir dit tout à l'heure, mais l'immense majorité des élus font bien leur boulot, ou cherchent à le faire bien. Hier soir, il y avait un maire qui disait qu'il a, je crois que c'est... Thierry, vous vous souvenez du nombre de carcans qu'il a, de lois, de règlements? Je crois que c'est 10 000 ou un nombre incalculable de règles qu'il doit respecter. Voilà. Mais ils n'en peuvent plus. Ils ne peuvent plus faire le boulot. Hein, ils ne peuvent plus faire ce pourquoi ils se sont engagés au service. Mais venez, hein, on va faire quelque chose ensemble. Il nous reste un quart d'heure. Oui. Bonsoir en général. Bien évidemment, moi je vous suis depuis que j'ai acheté votre premier bouquin, voire même un petit peu avant. Ah bon? Je n'ai pas encore... pardon, je n'ai pas encore lu, excusez-moi, je n'ai pas encore lu votre second et je vous suis depuis votre premier bouquin. Le discours que vous avez tenu ce soir est engageant et oui. On ne peut qu'adhérer. Oui. Bon, moi je me pose la question, on est en mai 2017. Oui, madame. Vous êtes 2017. Oui, oui, non, mais madame suppose que nous sommes en mai 2017. Elle se met en situation. Voilà, je vous mets en situation. Vous nous mettez en situation. D'accord, mais c'est pas moi qui serai à l'Élysée. Bien. Le programme, alors j'ai bien compris, programme de souveraineté, et je vous remercie d'avoir fait la différence avec le souverainisme et d'avoir bien insisté. Voilà. Que faites-vous en mai 2017? La politique économique, quels sont éventuellement vos collaborateurs? Première question. Deuxième question, vous n'êtes pas en mai 2017. Comment peut-on arriver à se priver d'un général Tourzin? Et seriez-vous prêt à rejoindre, j'ai bien compris, ni Hollande, ni Sarkozy, ça tombe bien moi non plus, ni Le Pen, auriez-vous une autre... alors je peux comprendre que vous ne donniez pas de nom, mais envisageriez-vous de rejoindre voilà, quelqu'un On va d'abord la première hypothèse. Hein, oui, première hypothèse, je suis élu. Ok, on ne va pas la probabiliser. Hein. C'est pas le sujet. D'abord, ce que je fais, ce que nous faisons en ce moment, je vous rappelle que j'ai quand même un petit état-major d'une centaine de personnes. Nous sommes en train de préparer ce que j'appelle la feuille de route du Premier ministre. Un président de la République n'a pas de programme. Il a une vision, un projet, et il dit « on va par là, suivez-moi ». C'est pas armons-nous et partez, c'est par là, suivez-moi. Et le Premier ministre, faites ça. Je vais au résultat. Donc, feuille de route du Premier ministre, et avec des éléments chiffrés. Hein, quand je dis ici qu'il faut réduire drastiquement la dépense publique, eh bien, on va le faire, hein, on va le chiffrer. Ça sera chiffré. Voilà, dans les 3 premiers mois, on va supprimer ça fera 30 milliards d'économies. Et il y en a. Du moment que vous l'aurez décidé, c'est pas moi qui sera à l'Élysée, c'est vous. Est-ce clair? Si vous le votez, pour moi, c'est pas moi qui sera à l'Élysée, c'est vous. Parce qu'il faut bien... Attendez, je répète, la Révolution, nous, peuple souverain, nous a fait roi. Celui qui est à l'Élysée, c'est notre, entre guillemets, c'est un mot qui est un peu exagéré, notre commis. C'est notre commis. Hein, voilà, et voilà. Hein. Non, je pèse mes mots, parce qu'en même temps, nous sommes un vieux pays royaliste, catholique, etc. Donc c'est difficile à ça. Hein, mais on n'a pas encore pris la mesure de ce qu'est la souveraineté populaire. C'est normal. Elle a toujours été violée depuis 1789. C'est clair. Hein. Donc il est temps de s'y mettre. Bien. Donc c'est pas moi qui serai réalisé, c'est vous. Donc maintenant nous préparons avec cette feuille de route du Premier ministre, la feuille elle-même que je signerai moi fera peut-être 2 pages, n'est-ce pas, elle sera en tête du bouquin, puis le bouquin lui-même fera peut-être comme ça. Et là on prépare ce qu'il faudra faire dans les 100 premiers jours.
Et c'est en premier jour. En premier jour, il y aura quelques référendums, j'en ai parlé tout à l'heure, et toute une série de lois pour remettre. J'ai écrit ici, en quelques mois, on peut remettre la France en route. J'en suis persuadé. Parce que, écoutez, je sillonne la France maintenant, pas assez, mais faites-moi inviter, hein, ailleurs. Je sillonne la France, et c'est fou les énergies qu'il y a en France. C'est absolument fou les énergies qu'il y a en France. Et elles sont comment dire, dans des carcans, elles ne peuvent pas s'exprimer. Et des énergies de toutes sortes, pas uniquement économiques. Économiques, oui, mais dans tous les domaines. Et elles ne peuvent pas s'exprimer. Bon, eh bien, on va faire péter les carcans, décidément. On va faire péter les carcans, hein, et ça fera l'objet d'une série. On y travaille maintenant. Facile? Non, madame. Est-ce qu'on aura fini en 2017? Eh bien, on va ramer, hein, je peux vous dire. Hein, mais on va essayer, et puis on fera le maximum. L'objectif étant d'avoir, avant le commencement de la discussion de la loi de programmation de finances, loi de finances 2018, la discussion commence en septembre 2017, tous les ans, hein, l'objectif étant d'avoir fait le maximum avant le début du travail. J'ai compris, nous sommes à un an, enfin un peu plus d'un an de la présidentielle. Merci. Nous sommes à un peu plus d'un an de la présidentielle. Oui. Vos électeurs, vos futurs électeurs vont quand même avoir, au-delà de la personne que vous êtes et de ce dont vous nous faites rêver, peut-être on va se poser des questions d'une manière plus concrète. Donc il va y avoir besoin d'un vrai programme à décliner. On ne va pas élire comme ça le général. C'est ça qui me fait un peu peur. Je viens de vous dire, madame, que nous y travaillons. Et que vous serez prêt pour 2017. Ben, nous allons faire le maximum pour être prêts pour 2017. De toute façon, les autres, ils ne sont pas prêts. Ils ne seront jamais prêts. Et ça fait 50 ans qu'ils ne sont pas prêts. Alors, écoutez, moi, je fais. Et je vous dis que celui-là, j'en ai pas trouvé l'équivalent pour l'instant. Hein. J'ai lu, comment il s'appelle ben, je sais plus. Bon, ça va pas loin. Hein. Alors, attendez, la deuxième partie de la question, je ne suis pas élu. Bon. On ne probabilise pas non plus. Ben, je continue. Je continue. Comme j'ai toujours fait dans ma vie professionnelle, je cherche quelqu'un pour me succéder, c'est normal. Parce que je ne suis pas plus éternel qu'un autre, je ne compte pas plus, c'est la nation qui compte. Je continue. Quant à m'acoquiner avec un parti, ah non, ça va être autre chose, c'est vraiment autre chose. Il y a des principes, parce que voyez-vous, il se passe quelque chose en France en ce moment. On dit, beaucoup me proposent de m'affilier à M. Asselineau, Debout la France, etc. D'abord, je veux rester hors parti. J'y tiens absolument. S'ils veulent me rejoindre, c'est autre chose. Ah, ça c'est autre chose. Je ne rejette personne. Hein? J'ai envoyé mon livre à l'Élysée, pas à François Hollande, mais à l'un de ses conseillers proches, qui m'a répondu très gentiment, avant de le lire. J'attends maintenant qu'il le lise et qu'éventuellement il le lise. Donc je suis prêt à parler avec le socialiste. C'est un socialiste dans l'ancien modèle qui considère qu'aujourd'hui le socialisme se casse la figure parce qu'il ne fait plus de social. C'est un socialiste ancien modèle. Mais donc, il se passe quelque chose de fort en France en ce moment. Beaucoup disent qu'il y a une droitisation. Non, il n'y a pas de droitisation. Il y a un retour aux fondamentaux, ce qui est radicalement différent. Un retour aux fondamentaux. Et là, la grande manifestation de ce retour aux fondamentaux, ce sont les manifs pour tous. Voilà. Ah ben, là, moi, vous me posez une question, je vous réponds. Hein, vous pouvez ne pas être d'accord, c'est votre droit. C'est votre droit. Hein. Voilà. Et c'est pas uniquement sur la loi Taubira, etc. Mais les partis politiques, aujourd'hui, ils recueillent 12% d'opinion favorable. 12%. Pourquoi voulez-vous que j'aille m'allier avec les gens qui sont en perte de vitesse et qui vont disparaître? C'était pas ma question. C'était une fois, imaginons que quelqu'un d'autre soit élu, oui. Bon, c'était seriez-vous prêt à rejoindre? Eh bien, une fois de plus, je n'avais pas compris. Décidément, je ne suis pas fort. Voilà, pardonnez-moi, je croyais avoir été clair. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il y a vraiment des conditions. Hein. Je peux vous dire qu'il y aura des conditions. Hein, parce que monsieur disait tout à l'heure que j'étais rebelle. J'ai même été noté comme rebelle dans ma carrière militaire. C'est grave pour un officier. Hein. C'est grave hein, pour un officier. Hein. Et il m'a même été dit que je ne savais pas obéir.
c'est vrai. Donc c'est grave au point d'officier. Donc les conditions seront très strictes, parce que moi je ne m'engage pas, je l'ai dit peut-être tout à l'heure, je ne sais pas, 65 ans, j'ai une retraite suffisante pour vivre, je m'intéresse plus aux valeurs d'éternité maintenant qu'à leur côté en bourse, donc j'ai pas besoin de l'Élysée pour vivre. Si j'y vais, c'est vraiment pour servir. Vraiment pour servir. Donc oui, coopérer avec n'importe qui. Ouais. Une question, Didier Dauzin. On a l'impression, quand on vous écoute, que vous êtes sincère, c'est certain, sur la notion d'énergie que développe beaucoup également Bruno Le Maire, Nicolas Dupont-Aignan, qu'il y a des thèmes consensuels dans votre campagne. Est-ce que vous ne craignez pas d'être étouffé par le système médiatique, qui est assez bulldozer, parce que vous avez un discours assez consensuel, qui est tout à fait respectable, mais est-ce qu'il ne risque pas d'être, à l'aune de la campagne, jugé trop tiède? Tiède, moi? Vous avez une thématique qu'on retrouve chez certains autres, vous êtes sincère, mais à un moment donné, comment se fera la différence? C'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là, tiède. Ça se tombe à Oli, ça. C'est les bonnes, celle-là. Non, mais... Sur certains sujets, vous êtes très prudent. Mais oui, parce que d'abord, je ne suis pas omniscient. Moi, je ne suis pas Nicolas Sarkozy, je ne suis pas omniscient. Je ne suis pas omnipotent non plus. J'ai des limites. Je ne suis pas un spécialiste de la finance internationale, etc. Je connais mes limites. Je sais aussi ce que je sais faire. Je sais commander. Dans la diversité, fédérer les énergies, dire on va par là, suivez-moi. Je sais comprendre un problème qui soit économique, financier, international, n'importe quoi. Je sais faire. Je sais faire. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste de tout. Alors, et votre question, c'était... Donc, ce que vous ne craignez pas de... Les médias. D'apparaître consensuel. Mais monsieur, consensuel. Je crois que si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, si nous n'arrivons pas à faire taire nos petites différences, très souvent, ce sont des petites différences. Si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur une plateforme de principes, etc., donc un consensus suffisant, nous allons continuer à nous diviser jusqu'à un drame potentiel. Alors je cherche, oui, je cherche à créer ce consensus. Pour la toute petite histoire, mon épouse est protestante. Il n'y a jamais de guerre de religion chez nous. Et nous sommes pratiquants tous les deux. Il n'y a jamais de guerre de religion. Mais on s'aime, c'est tout. Il y a un consensus. Ouais. Eh bien, c'est pareil au niveau national. Mais c'est pas un reproche. Non, mais non. Alors maintenant, les médias, mais ils sont là pour nous diviser, je suis désolé. Ils sont très souvent, malheureusement, pas tous. Il y a des... Mais non, c'est évident. Et puis il y a des gens... Et c'est comme les instituteurs. Il y a un instituteur pédophile, mais ils sont pas tous pédophiles. Hein, voilà. Et les journalistes, c'est pareil. Il y en a voilà. Mais bon, je les ai un peu pratiqués pendant mes opérations. Beaucoup, enfin certains ne méritent même pas le titre de journaliste, c'est évident, mais l'immense majorité fait bien son boulot. L'immense majorité. Le gars du Figaro qui m'a interviewé il y a 2 jours, il n'en revenait pas d'avoir un général qui se lançait en politique. Il voulait vraiment me classer quelque part. Mais vous êtes à droite, vous êtes à gauche, chez nous, est-ce que vous êtes... Je suis nulle part, c'est pas votre problème, c'est pas mon problème. Moi, je m'intéresse à la France. Il y a des Français de droite, il y a des Français de gauche, des Français d'ailleurs, et puis il y a la France qui est ni de droite ni de gauche. Ça, c'est aussi, c'est politique. La parole à monsieur, là-bas, et on va... S'il vous plaît. Je voulais juste poser une question. Je suis un pacifiste, je ne suis pas idéaliste, je suis un pragmatique. Je vous rejoins dans l'idée de coloniser. Vous aviez dit qu'on pourrait coloniser éventuellement certains pays, la France. Ah non, je n'ai pas dit. Je suis désolé, je n'ai pas dit ça. J'ai mal compris. Oui, vous avez mal compris. Non, hors de question. Je n'ai pas dit ça et je ne le pense pas du tout. La parole est au fond, là-haut, à monsieur là-bas. Oui, bonsoir, mon général. Donc nous, juste pour information, on fait partie de Debout la France. Ça fait des années qu'on essaie de créer un parti de rien et c'est très compliqué, en particulier au niveau électoral. Donc une des difficultés quand on parle de rien, c'est les élections législatives. Donc imaginez que vous êtes élu en mai 2017. Comment abordez-vous les élections législatives qui veulent avoir 577 candidats qui vous représenteront et avec une structure, j'imagine, politique, avec des financements, avec... enfin, comment est-ce que vous envisagez d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale? Nous avons déjà commencé à nous y intéresser, mon cher monsieur.
Très bien. Nous avons déjà un délégué dans la moitié des départements français. Un délégué, je ne sais pas comment on l'appelle, peu importe. Un délégué dans la moitié des départements français. Et j'en aurai un de plus ce soir, ici, je suppose, j'espère du moins. Nous avons commencé à rechercher des candidats pour les législatives. Bien. Ceci étant, c'est aussi très ouvert parce que s'il y a... Je dis quelque chose de quasiment impossible, mais je vais le dire quand même. S'il y a quelques mélenchonistes qui veulent me soutenir, je suis partant. Hein. Il y aura des conditions, la charte éthique. La charte, oui, la charte éthique, hein, voilà. Par exemple. Hein. Mais je suis pas contre. Mais je crois qu'il faut penser au rassemblement. J'ai beaucoup d'estime pour M. Dupont-Aignan. Franchement. Par contre, je crois que son image n'est pas si nette que ça dans l'opinion. Et il a le gros défaut d'être énarque. C'est dommage, parce que c'est certainement quelqu'un de très estimable, c'est quelqu'un de très intelligent, je le sais, dont je partage beaucoup d'idées, c'est clair. Mais le problème est là. Hein. Aujourd'hui, que vous soyez bon ou moins bon, ou même mauvais, si vous êtes énarque, c'est pareil, vous êtes mauvais. Dans l'opinion. Hein, c'est ça le drame. Oui. La question était juste en fait que gagner une élection législative, oui. C'est très compliqué. Je vais trop loin. Non, c'est très compliqué. Au niveau, il faut avoir une majorité de députés. Mais je sais que c'est compliqué. C'est une machine infernale. Mais je sais que c'est compliqué, mais encore une fois, je vais vous dire, en ce moment je dors quand même bien parce que je parle trop, ça me livre. Mais autrement, je dors très bien. Je ne cherche rien pour moi, c'est vous qui allez le faire. C'est vous, moi je m'adresse à vous. Hein, je ne travaille pas pour un parti politique. Il faut bien comprendre cela. Oui, nous en avons créé un parce que on ne peut pas faire autrement en France pour une élection, hein, mais je m'adresse à vous. Si vous voulez être vous-même à l'Élysée par ma personne, il faut le décider. Hein. Alors levez-vous. Il faut que dans ce département, je ne sais pas combien vous êtes députés, eh bien, il faut qu'il y ait quatre candidats auxquels nous aurons quand même donné notre imprimatur, si je peux dire. Hein, c'est évident, mais qu'il faut des candidats. Mais c'est à vous de vous lever. Si je ne peux pas aller à la présidentielle, je retournerai chez moi. Devoir accompli. Devoir accompli. Levez-vous, ça sera le mot de la fin. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci. En bas, la signature du livre du général. Votre opinion sur le projet du général pour rebâtir la France? Écoutez, moi je suis j'ai été très impressionnée parce que c'est un homme qui a pris de la hauteur, voilà, par rapport à tous les autres politiques. Il a cette vision de la France qu'avait le général. Avec sa formule, elle est merveilleuse, servir et non pas se servir. Alors ça, moi personnellement, je suis très emballée. Voilà. Pensez-vous qu'il faut sortir du système des partis politiques traditionnels? Oui, complètement. Et je pense, j'ai lu un sondage il n'y a pas tellement longtemps, 70% des Français sont pour la sortie, voteraient pour un homme qui est hors parti politique. Seriez-vous prête à soutenir un candidat indépendant de tout parti politique comme le général Didier Tauzin? Complètement. Si je suis là. Que pensez-vous de l'initiative du général pour une réconciliation nationale afin de mettre un terme à la division du peuple de France? Complètement, je pense, mais alors ce qui me gêne, c'est le problème de l'islamisme dans ce projet-là. Mais je pense qu'on a encore en France un noyau qui est complètement enfermé, qu'on ne peut pas faire éclore actuellement, et je pense qu'effectivement, si on parle de la France avec une réconciliation, je pense qu'il peut y avoir, comme il dit, le petit déclic qui va faire basculer. Pour finir, avez-vous un message à faire passer au général Didier Tauzin? Allez-y, go go go. Merci beaucoup. Conférence du général Didier Tauzin. Pouvez-vous me confier votre opinion sur le projet du général pour rebâtir la France? Eh bien, moi, je trouve qu'il est tout à fait dans les normes actuelles et que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir? Est-ce que nous allons pouvoir? Parce que je me range tout à fait de ce côté-là. Je trouve que le général Tauzin est quelqu'un de très, très valable et lucide, surtout en ce moment, ça change de tout ce que l'on voit. Et j'avoue que
Ça fait plaisir et je suis assez contente, c'est la première fois. Mais j'avais correspondu avec lui sur Facebook, il me semble, par rapport au général Piquemal. Et je pense que on peut jouer cette carte-là, elle est belle. Pensez-vous qu'il faut sortir du système des partis politiques traditionnels? Absolument. 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 Seriez-vous prête à soutenir un candidat indépendant de tout parti politique comme le général Didier Tauzin? C'est surtout ça, c'est surtout ce que je recherche et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent la même chose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans l'ombre, qui n'osent pas s'exprimer, qui ne parlent pas, mais qui seront là au moment du vote, je pense. Tout à fait. Que pensez-vous de l'initiative du général pour une réconciliation nationale afin de mettre un terme à la division du peuple de France? Évidemment que c'est ce qu'il faut faire, mais comment le faire? C'est très difficile puisque les intérêts financiers qui dominent en fait et qui dirigent tout, c'est surtout ça. Comment des personnes vont-elles pouvoir sortir de ce système-là? C'est surtout ça, parce que les commerces, etc., tout le monde se bagarre pour avoir l'argent à tout prix et ce n'est pas possible. Maintenant, ce sont les Chinois qui sont implantés, il y a beaucoup d'élèves chinois, me dit-on, dans des grandes écoles et qui nous rachètent par exemple là dernièrement un château dans le Bordelais, etc. Et on m'a même répondu sur Facebook que tout était en train de changer au niveau des finances mondiales et que nous allions tout perdre. Et il y en a même qui m'a cité, que feriez-vous? Vous avez l'impression que vous allez vous retrouver comme le général Bijard devant le GIAP, le général, je ne sais pas s'il était général, je ne sais pas, GIAP. Alors vous imaginez, quand on vous dit ça, c'est qu'ils sont prêts et que personne au niveau de notre gouvernement ne voit ça. Personne de notre gouvernement actuel ne voit les dangers réels que court notre pays, hein, la France, sans chercher très loin. Pour finir, avez-vous un message à faire passer au général Didier Tauzin? Oui, bien sûr, le message à lui faire passer, c'est de poursuivre son chemin avec les idées qu'il a maintenant, sans changer, sans prendre des virages comme tous les autres prennent la plupart du temps, pour des besoins financiers ou autres, je ne sais pas, mais en tout